La pluie fine de San Francisco créait une brume romantique à travers les fenêtres du café, lorsque nos regards se croisèrent pour la première fois. J'étais là, impeccable dans mon costume Armani, vérifiant mes emails sur mon ordinateur portable, quand il entra, secouant des gouttelettes de pluie de ses cheveux châtain clair. Daniel. Je ne connaissais pas encore son nom, mais quelque chose dans ma poitrine se serra d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il s'approcha du comptoir et je pus remarquer la façon dont son jean délavé épousait ses jambes élancées, dont son t-shirt vintage soulignait discrètement les muscles de son torse. Lorsqu'il sourit à la barista, ses petites rides autour de ses yeux verts me firent complètement oublier la présentation que je relisais pour la réunion de l'après-midi. « Un café double et quelque chose de sucré pour accompagner », dit-il, et sa voix avait une chaleur qui me donna envie de l'entendre murmurer d'autre chose. Je me surpris à observer ses mains pendant qu'il payait, des mains d'artiste, aux doigts longs et précis, avec une petite tache d'encre bleue sur le pouce qui me fit sourire sans que je m'en rende compte. Il choisit la table à côté de la mienne, et lorsqu'il s'assit, nos genoux faillirent se toucher. Son parfum était subtil, un mélange de cèdre et de quelque chose qui me rappelait les matinées paresseuses du dimanche que je ne m'autorisais jamais. « Désolé », murmura-t-il lorsque notre table vacilla légèrement et qu'il tendit la main pour la stabiliser. Nos doigts se frôlèrent pendant une seconde, et ce fut comme si une décharge électrique parcourait tout mon bras. Ses yeux croisèrent les miens, et pendant un moment éternel, le café, San Francisco, le monde entier disparurent. « Pas de souci », parvins-je à répondre, ma voix plus rauque que d'habitude. Il sourit, un sourire sincère, bien différent des sourires calculés que je recevais dans les salles de réunion. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il, se penchant légèrement vers moi. « C'est juste que... Eh bien, je viens travailler ici plusieurs fois par semaine, et je ne vous avais jamais vu avant. »« Première fois, » admis-je, refermant mon ordinateur sans rompre le contact visuel. Je cherchais un endroit plus authentique. Il rit doucement, un son qui me donna envie de l'attirer plus près. Authentique est un bon mot pour décrire cet endroit. Et vous travaillez dans le coin. J'hésitais un instant. D'habitude, quand les gens découvraient qui j'étais, toute spontanéité disparaissait. Technologie, répondis-je vaguement. Et vous? Design graphique, freelance. Il fit un geste vers le sac en cuir à côté de sa chaise. D'où le café comme bureau. Nous discutâmes pendant 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'oubliais complètement les emails non lus, les réunions, les chiffres du trimestre. Il me parla de sa fille, Emma, 7 ans, avec une fierté paternelle qui me toucha de manière inattendue. Il raconta comment elle dessinait des chevaux violets et insistait sur le fait qu'ils existaient quelque part dans un endroit magique. Quand je dus finalement partir, je me levai à contre-cœur. C'était étonnamment agréable de parler avec vous, dis-je, réalisant que mes mots sonnaient trop formels. Daniel, dit-il en me tendant la main. Daniel Reeves. Marcus, répondis-je en serrant sa main, réticent à la lâcher. Marcus Chen. Pendant une seconde, je vis quelque chose passer dans ses yeux. Une reconnaissance? Mais avant que je puisse y réfléchir, il sourit à nouveau. Peut-être qu'on se recroisera ici, Marcus Chen. Je quittais le café avec le cœur battant comme je ne l'avais pas ressenti depuis l'adolescence, sans savoir que je venais de rencontrer l'homme qui changerait ma vie à jamais. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Millionnaire. Laissez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo, et quand vous aurez fini de regarder toute l'histoire, donnez-lui une note de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez préféré. Votre participation est très importante pour nous. 3 jours s'étaient écoulés depuis notre rencontre au café, et je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. C'était ridicule. Moi, Marcus Chen, PDG d'une des startups technologiques les plus prometteuses de la Silicon Valley, distrait pendant des réunions importantes à cause d'un designer graphique rencontré par hasard. Ma routine était toujours impeccable. Je me levais à 5h30 du matin, courais 8 km dans les collines de San Francisco en écoutant des podcasts sur les affaires, prenais une douche froide pour me réveiller complètement, enfilais l'un de mes 15 costumes sur mesure et arrivais au bureau avant 7h30. Je déjeunais à mon bureau en analysant des rapports, quittais rarement le travail avant 9h du soir et rentrais chez moi uniquement pour dîner quelque chose de sain et relire des documents avant de dormir. C'était une vie organisée, prévisible, réussie, et elle me tuait à petit feu. Daniel représentait tout ce que je ne permettais pas dans mon existence, la spontanéité, la créativité, la capacité à trouver de la joie dans les petites choses. La façon dont il parlait de sa fille, avec ce mélange d'orgueil et de vulnérabilité, m'avait touché d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. J'avais grandi élevé uniquement par ma mère,
Li Wei-chen, après que mon père nous eut abandonnés quand j'avais 12 ans. Elle travaillait à 3 emplois pour me permettre de rester dans une école privée, ne se plaignait jamais, ne montrait jamais à quel point elle était épuisée. Je m'étais promis d'être assez riche pour qu'elle n'ait plus jamais à s'inquiéter de l'argent. Et j'y étais parvenu. À 28 ans, j'avais vendu ma première start-up pour 8 millions de dollars. À 30 ans, j'avais créé Tech Fusion, qui valait aujourd'hui plus de 50 millions. Ma mère vivait dans une belle maison à Marin County, ne travaillait plus, voyageait à travers le monde quand elle le voulait. J'avais tenu ma promesse. Mais quelque part en chemin, j'avais oublié comment vivre pour moi-même. Monsieur Chen, la voix de mon assistante, Sarah, me tira de mes pensées. La réunion avec les investisseurs de Blackstone commence dans 10 minutes. Bien sûr, répondis-je, ajustant ma cravate et prenant ma tablette avec la présentation. Cette réunion était cruciale. Ils envisageaient un investissement de 20 millions de dollars qui nous permettrait de nous développer sur le marché asiatique. La salle de conférence était remplie d'hommes en costume gris, tous affichant la même expression sérieuse et calculatrice que je reconnaissais dans le miroir chaque matin. Pendant 2 heures, je présentais des chiffres, des projections, des stratégies de croissance. C'était mon élément, là où je me sentais le plus à l'aise. Impressionnant comme toujours, Marcus, dit Richard Blackstone à la fin de la présentation. Mais nous avons une condition pour l'investissement. Mon estomac se serra légèrement. Les conditions inattendues n'étaient rarement de bonnes nouvelles. Nous voulons que vous envisagiez une fusion avec Technova, notre entreprise partenaire à New York. Ce serait une opération conjointe, mais cela nécessiterait que vous vous installiez là-bas pour superviser l'intégration personnellement. New York, de l'autre côté du pays, loin de San Francisco, loin de Daniel. Attendez, pourquoi pensais-je à lui à ce moment précis? Je l'avais rencontré il y a 3 jours, nous avions parlé pendant 2 heures dans un café. Cela n'avait aucun sens que cela influence une décision commerciale de plusieurs millions de dollars. J'ai besoin de temps pour réfléchir, répondis-je diplomatiquement. Bien sûr, mais pas trop longtemps. Le marché n'attend pas. Je quittais la réunion avec la tête qui tournait. C'était l'opportunité pour laquelle j'avais travaillé pendant des années, la chance de faire passer Tech Fusion au niveau supérieur. Alors pourquoi me sentais-je si partagé? À 7 heures du soir, au lieu de commander de la nourriture japonaise au bureau comme d'habitude, je me surpris à conduire jusqu'au café où j'avais rencontré Daniel. Pas que je le cherchais, bien sûr. Je voulais juste un café différent. Mensonge. Je le cherchais. Le café était plus animé que le mardi précédent. Des étudiants universitaires occupaient les tables avec leurs ordinateurs portables et livres éparpillés. Des jeunes couples discutaient à voix basse dans les coins sombres. Un homme d'âge moyen lisait un journal près de la fenêtre. Et il était là. Daniel assis à la même table qu'auparavant. Une tasse de café à moitié vide à côté d'un carnet de croquis ouvert. Il portait un t-shirt bleu marine, qui mettait en valeur ses yeux verts, et un jean qui semblait avoir été conçu spécialement pour son corps. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main tout en dessinant. Nos regards se croisèrent, et il sourit. Ce sourire sincère qui me faisait oublier de respirer pendant 1 seconde. « Marcus Chen », dit-il en refermant son carnet. « 2 fois dans la même semaine. Je commence à croire que tu aimes vraiment le café. Ou peut-être la compagnie, répondis-je, me surprenant par ma propre honnêteté. D'habitude, j'étais plus prudent, plus réservé. Il fit un geste vers la chaise vide en face de lui. Dans ce cas, assieds-toi. J'étais en train de dessiner, mais je préférerais discuter. Je m'assis, notant comment il avait rapidement retourné son carnet. Je peux voir? Non, répondit-il rapidement, rougissant légèrement. Ce n'est pas encore prêt. Il y avait quelque chose d'adorable dans sa timidité, surtout vu qu'il semblait si confiant dans tout le reste. Je commandai un expresso et me penchai légèrement en avant. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je. « Intéressante, » dit-il, tapotant ses doigts sur la table. « J'ai eu une réunion avec un client potentiel, une entreprise de technologie qui veut un rebranding complet. » « Et comment ça s'est passé ?» Il fit une grimace. « Ils ont rejeté ma proposition. Ils ont dit qu'elle était trop créative pour l'image corporate qu'ils voulaient en projeter. Je ressentis une pointe de sympathie. Je suis désolé. Ça doit être frustrant de voir ton travail rejeté. Ça fait partie du métier, répondit-il en haussant les épaules, mais je perçus une touche de déception dans sa voix. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et toi, ta journée dans la technologie? J'hésitais. Comment expliquer des réunions de plusieurs millions de dollars, des décisions qui affectaient des dizaines d'employés, la pression constante d'être toujours 2 longueurs d'avance sur la concurrence? Compliqué, répondis-je finalement. Parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Daniel inclina la tête, étudiant mon visage. Comment ça?
C'était une question simple, mais elle me fit réfléchir. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait vraiment demandé ce que je ressentais à propos de ma vie, plutôt que de me féliciter pour mon succès? C'est difficile à expliquer, commençai-je, tournant ma tasse entre mes mains. J'ai construit tout ce que je pensais vouloir, mais parfois, je m'arrêtais, réalisant que j'étais plus vulnérable avec cet inconnu qu'avec quiconque depuis des années. Parfois, on dirait que tu regardes ta propre vie plutôt que de la vivre, compléta-t-il doucement. Nos regards se croisèrent, et à ce moment je ressentis une connexion qui allait au-delà de l'attirance physique. C'était une reconnaissance mutuelle, une compréhension silencieuse. Exactement, murmurai-je. Je peux te poser une question personnelle, Marcus? J'acquiesçai. Quand est-ce que tu as fait quelque chose juste parce que tu en avais envie, pas parce que tu en avais besoin ou que c'était attendu? La question me prit par surprise. Je restai silencieux pendant plusieurs secondes, essayant de me souvenir. Je ne m'en souviens pas, admis-je finalement. Daniel sourit tristement. Peut-être qu'il est temps de commencer. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que le café ferme à 10 heures du soir. Il me parla davantage d'Emma, de la difficulté et de la joie d'être un parent célibataire. Il évoqua ses rêves d'ouvrir un jour son propre studio de design, de voyager en Europe avec sa fille quand elle serait plus grande. Je lui parlais de ma mère, de la pression d'être toujours parfait, de la sensation parfois d'avoir vécu pour valider les sacrifices qu'elle avait faits pour moi. Des choses que je n'avais jamais dites à haute voix à personne. Quand nous quittâmes le café ensemble, la nuit à San Francisco était claire et fraîche. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, comme un collier de diamants sur du velours noir. « Merci », dit Daniel, alors que nous nous arrêtions sur le trottoir. « Pourquoi ? Pour me rappeler qu'il y a des gens intéressants dans le monde. Pour une vraie conversation. » Nous étions si proches l'un de l'autre que je pouvais sentir la chaleur de son corps malgré la brise fraîche. Ses yeux verts semblaient presque briller sous la lumière des réverbères. Pendant un instant, je pensais qu'il allait m'embrasser, ou peut-être que c'était moi qui allais l'embrasser. Le moment resta suspendu entre nous, chargé de possibilités et de promesses non dites. Puis mon téléphone sonna. « Désolé », murmurai-je en vérifiant l'écran. Sarah, mon assistante. Probablement quelque chose d'urgent. Quand je relevai les yeux, le moment était passé. Daniel s'était écarté d'un pas, les mains dans les poches. « Tu dois répondre, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondis-je, détestant devoir briser cet instant parfait. « Pas de souci. Peut-être qu'on se reverra ici ?»« Absolument, » répondis-je. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. Il s'éloigna dans la rue, et je le regardais jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin, avant de répondre au téléphone. « Monsieur Chen ? Désolé de vous déranger si tard, mais Richard Blackstone a appelé. Il a besoin d'une réponse concernant New York d'ici demain. » Je regardais dans la direction où Daniel était parti, sentant quelque chose d'important me glisser entre les doigts. « Dites-lui qu'il aura une réponse demain matin, » répondis-je avant de raccrocher. En rentrant chez moi à travers les rues silencieuses de San Francisco, je ne pouvais m'empêcher de penser à des yeux verts et à la question que Daniel m'avait posée. Quand avais-je fait quelque chose juste parce que j'en avais envie? Peut-être était-il temps de le découvrir. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette histoire. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude, même sans réveil. Il était 5 heures du matin, et mon esprit était déjà en ébullition, analysant la décision que je devais prendre. New York ou San Francisco? Les affaires ou quoi exactement? Une possibilité? Un sentiment qui commençait à peine à éclore? Je sautai ma course matinale et allai directement au bureau, ayant besoin de la familiarité de la routine pour organiser mes pensées. Le bâtiment de Tech Fusion était encore vide quand j'arrivais. Seule l'équipe de ménage de nuit terminait son travail. J'aimais cette heure. Le calme me permettait de réfléchir sans interruption. Je m'assis à mon bureau, observant la ville s'éveiller à travers les fenêtres du 22e étage. San Francisco s'étendait sous moi comme un échiquier, chaque rue et chaque pâté de maison représentant des années de souvenirs, de construction, de foyers. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro que je ne reconnus pas immédiatement. « Bonjour Marcus. J'espère que tu passes une meilleure matinée que moi. Emma a décidé que les céréales étaient meilleures par terre que dans un bol. Daniel. » Je souris malgré moi, imaginant la scène. Une petite fille de 7 ans répandant des céréales colorées sur le sol pendant que Daniel essayait de garder sa patience de père. C'était si différent de mon monde de réunions stériles et de décisions calculées. Je tapais une réponse. « Bonjour. On dirait qu'Emma a une approche créative du petit déjeuner. Comment as-tu eu mon numéro ?» La réponse arriva presque immédiatement. Peut-être que j'ai posé des questions à certains baristas sur un homme grand, beau,
en costume cher qui fréquente les cafés à la recherche d'authenticité. San Francisco est plus petit qu'on ne le pense. Mon estomac fit un saut étrange. Il m'avait cherché, activement. Avant que je puisse répondre, Sarah arriva avec ma première tasse de café de la journée et une expression inquiète. « Monsieur Chen, Richard Blackstone est en ligne. Il dit que c'est urgent. » Je soupirai, rangeant mon téléphone dans ma poche. « Transférez-le ici. »« Marcus, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi, » dit la voix autoritaire de Blackstone à travers le haut-parleur. « Richard, bonjour. Je suis encore en train d'analyser les détails de la proposition. Il n'y a pas grand-chose à analyser, jeune homme. C'est une opportunité unique. Technova prépare déjà des bureaux pour vous à Manhattan. Des penthouses, avec vue sur Central Park, une équipe dédiée, un budget illimité pour l'expansion. Tout ce dont un PDG pouvait rêver. Alors pourquoi ressentais-je un poids dans l'estomac? Et si je refuse? Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. Marcus, vous êtes trop intelligent pour refuser. Mais si vous le faites, nous retirerons notre offre d'investissement. C'est aussi simple que ça. Après avoir raccroché, je regardais par la fenêtre pendant plusieurs minutes. 20 ans à construire ma carrière, à sacrifier des relations, des week-ends, des moments simples de bonheur. Et maintenant, alors que j'avais tout ce que je pensais vouloir, je me sentais plus vide que jamais. Mon téléphone vibra à nouveau. Daniel, désolé de t'embêter pendant les heures de travail, mais Emma insiste pour que je te demande si tu aimes la pizza. Apparemment, c'est un critère important pour qu'elle approuve mes amis. Cette fois, je ris à haute voix, attirant des regards curieux de Sarah à travers la porte vitrée. Dis à Emma que j'adore la pizza, surtout si elle est partagée avec des gens intéressants. Parfait. Alors, ça te dirait de venir dîner avec nous ce soir? Rien de sophistiqué, juste une pizza faite maison et la compagnie d'une enfant de 7 ans qui posera 1 million de questions sur la technologie. Mon premier instinct fut de refuser. J'avais 3 rapports à relire, une vidéoconférence avec des investisseurs japonais à 8 heures du soir, des emails qui s'accumulaient à chaque heure. Mon emploi du temps était méticuleusement planifié jusqu'à la semaine prochaine. Mais alors, je me souvins de la question de Daniel. Quand avais-je fait quelque chose juste parce que j'en avais envie? Quelle heure? Tapais-je. 7 heures? Je peux t'envoyer l'adresse. Parfait. Je passais le reste de la journée à essayer de me concentrer sur le travail, mais mes pensées revenaient constamment à la soirée qui m'attendait. C'était ridicule d'être nerveux à l'idée de dîner avec un homme que je connaissais depuis seulement quelques jours, mais il y avait quelque chose chez Daniel qui me désarmait d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. À 6h30, je quittais le bureau plus tôt que je ne l'avais fait depuis des mois. Sarah faillit s'étouffer avec son café quand je lui annonçai que je partais. « Monsieur Chen, mais la vidéoconférence avec Tokyo, repoussez-la à demain, » répondis-je en desserrant ma cravate, et annulez tous mes engagements de ce soir. L'adresse que Daniel m'avait envoyée me mena à un quartier résidentiel du Mission District, bien différent de mon condo minimaliste à Soma. Les maisons étaient colorées, avec de petits jardins bien entretenus, des vélos appuyés sur les porches, et le son des enfants jouant résonnant dans les rues. La maison de Daniel était une maison victorienne rénovée peinte en bleu clair, avec une petite véranda décorée de pots de plantes et un vélo d'enfant rose appuyé contre la clôture. Cela semblait exactement le genre d'endroit où une famille heureuse vivrait. Je pris une profonde inspiration avant de sonner, tenant une bouteille de vin que j'avais achetée en chemin. Un pinot noir de Sonoma qui coûtait plus que ce que la plupart des gens dépensaient pour leurs courses en une semaine. La porte s'ouvrit et Daniel apparut, portant un tablier à motif de chat qui disait « Papa Chef » en lettres colorées. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait une tache de sauce tomate sur le front, et il était absolument magnifique. « Marcus, tu as trouvé. » Son sourire était éclatant, sincère. « Entre, je t'en prie, et ignore le désordre. » Emma a décidé qu'aider en cuisine signifie utiliser tous les ustensiles qu'on possède. J'entrai dans un salon chaleureux qui était l'opposé total de mon appartement. Là où j'avais des lignes épurées et du minimalisme, Daniel avait du confort et de la personnalité. Des coussins colorés étaient éparpillés sur le canapé usé mais confortable, des livres pour enfants empilés sur une table basse en bois récupéré, et les murs couverts de dessins d'enfants dans des cadres faits maison. « Emma, viens rencontrer Marcus », appela Daniel en direction de la cuisine. Une petite fille arriva en courant, portant un tablier assorti à celui de son père, mais à sa taille. Elle avait les mêmes yeux verts que Daniel, des cheveux châtain foncé attachés en 2 tresses désordonnées, et un sourire qui montrait une dent de devant manquante. « T'es Marcus, celui qui aime la pizza ?» demanda-t-elle sans préambule, m'étudiant avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. « C'est moi », répondis-je en me baissant pour être à sa hauteur. « Et tu dois être Emma,
la célèbre assistante chef. Elle rit, un rire cristallin qui me fit sourire malgré moi. Papa a dit que tu travailles avec des ordinateurs. Tu sais faire des jeux? Quelques trucs sur les jeux, répondis-je. Tu aimes les jeux? J'adore, surtout ceux avec des chevaux. Papa m'a promis que quand j'aurai 8 ans, il m'apprendra à dessiner des chevaux sur l'ordinateur. Je regardais Daniel, qui observait notre interaction avec une expression douce. On dirait une artiste en herbe. Elle a un talent naturel, dit-il avec une fierté paternelle. Emma, si on montrait à Marcus comment on fait des pizzas? La cuisine était petite mais fonctionnelle, avec des plans de travail en bois usé qui racontaient des histoires de milliers de repas préparés avec amour. Daniel avait tous les ingrédients prêts, pâtes faites maison, sauce tomate qui sentait le basilic frais, fromage varié, pepperoni et légumes colorés. La tradition ici, c'est que chacun fait sa propre pizza, expliqua Daniel en me tendant un tablier. Emma est experte dans les formes non conventionnelles. L'année dernière, j'ai fait une pizza en forme de papillon, annonça Emma avec fierté. Et la semaine dernière, c'était une licorne. Passer les 2 heures suivantes dans la cuisine des Rives fut l'une des expériences les plus surréalistes et merveilleuses que j'ai vécues depuis des années. Emma m'apprit la technique secrète pour étaler la sauce, qui impliquait apparemment beaucoup plus d'éclaboussures que prévu. Daniel me montra comment obtenir la bonne forme pour la pâte, après que ma première tentative ressembla davantage au continent africain, et tous deux rirent de mes tentatives pathétiques de créer quelque chose d'artistiquement comestible. « T'as jamais cuisiné avant, hein ?» demanda Emma avec l'honnêteté brutale des enfants, observant ma pizza qui ressemblait plus à une expérience scientifique ratée. « Pas beaucoup, admis-je. D'habitude, je commande à manger. C'est triste, dit-elle sincèrement. Cuisiner, c'est amusant. Papa m'a appris que la nourriture faite avec amour a toujours meilleur goût. » Je regardais Daniel, qui rougissait légèrement en disposant nos pizzas sur la plaque de cuisson. « Emma a raison, dit-il doucement. Il y a quelque chose de spécial à préparer de la nourriture pour les gens qu'on aime. » Nos regards se croisèrent au-dessus de la tête d'Emma, et je sentis cette décharge électrique familière parcourir mon corps. Pendant que les pizzas cuisaient, Emma me traîna dans le salon pour me montrer ses dessins. Il y en avait des centaines, des chevaux colorés, des maisons avec d'immenses jardins, des portraits de Daniel toujours souriant, et quelques-uns qu'elle identifia comme « notre famille future ». Là c'est papa, là c'est moi, et là c'est Prince. C'est mon cheval imaginaire, expliqua-t-elle en pointant du doigt des figures dessinées au crayon de couleur. Et cet espace-là, c'est pour quand papa trouvera quelqu'un de spécial pour faire partie de notre famille. Mon cœur se serra d'une manière étrange. Et comment saurais-tu qui est assez spécial? Emma me regarda avec ce sérieux enfantin à nouveau. C'est facile. Ça doit être quelqu'un qui fait sourire papa comme maman le faisait avant qu'elle parte. Daniel apparut à la porte du salon à ce moment, portant des assiettes et parlant peut-être un peu trop fort. « Les pizzas sont prêtes. Qui a faim ?» Pendant le dîner, Emma domina la conversation me racontant tout sur l'école, ses amis, ses projets pour l'été, qui incluaient apprendre à Prince à voler et convaincre papa de me laisser avoir un vrai chien. Daniel la reprenait doucement quand elle posait des questions trop personnelles sur mon travail ou ma vie, mais ça ne me dérangeait pas. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa curiosité sans filtre. Ma pizza faite maison était étonnamment délicieuse, malgré son apparence douteuse. Le vin que j'avais apporté se mariait parfaitement avec la sauce de Daniel, et pour la première fois depuis des mois, je sentis mes épaules se détendre complètement. « Emma, l'heure du bain », annonça Daniel quand nous eûmes fini de manger. « Mais papa » protesta-t-elle. « Marcus vient juste d'arriver. Marcus sera encore là quand tu auras fini, » dit-il fermement mais avec tendresse. « Vas-y, et n'oublie pas de te brosser les dents. » Elle soupira de manière théâtrale, me fit un câlin rapide qui me prit totalement au dépourvu et courut à l'étage. Nous étions seuls pour la première fois de la soirée et soudain, l'air semblait chargé de possibilités. Daniel commença à ramasser les assiettes et je me levai pour aider. « Tu n'es pas obligé » commença-t-il. « J'ai envie d'aider » l'interrompis-je, nos mains se touchant lorsque nous saisîmes la même assiette. Nous restâmes ainsi un instant, très proches, ses mains couvrant les miennes. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, le parfum subtil de son shampoing mêlé à l'arôme de pizza et de vin. « Marcus » dit-il doucement, ma voix sortant comme un murmure. « Oui, merci pour aujourd'hui, d'être venu, d'avoir été si gentil avec Emma, de me rappeler qu'il y a encore des gens authentiques dans le monde. J'étais si proche que je pouvais compter les petites taches dorées dans ses yeux verts. Merci de m'avoir invité, de m'avoir montré ce qu'est une vraie famille. » Il se pencha légèrement en avant et pendant un instant je pensais que ça allait enfin arriver, notre premier baiser.
Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Puis Emma cria depuis l'étage. « Papa, je trouve pas mon pyjama licorne !» Daniel soupira, souriant avec un air d'excuse. « Le devoir paternel m'appelle. »« Bien sûr, » répondis-je, reculant d'un pas et essayant de ne pas montrer ma déception. Pendant qu'il montait aider Emma, je finis de nettoyer la cuisine, appréciant la simplicité domestique de la tâche. Quand avais-je lavé la vaisselle pour la dernière fois? Quand m'étais-je assez soucié de quelqu'un pour vouloir aider dans les tâches quotidiennes? Daniel revint 15 minutes plus tard, me trouvant en train d'essuyer le dernier verre. « Tu n'étais pas obligé. » commença-t-il à nouveau. « Daniel, l'interrompis-je, arrête de t'excuser de me laisser aider. J'avais envie de le faire. » Il sourit, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Emma veut que tu lui lises une histoire avant de dormir. Apparemment, tu ressembles à quelqu'un qui connaît les aventures. » Nous montâmes ensemble l'escalier étroit, et Daniel me montra la chambre d'Emma. C'était un petit paradis enfantin, des murs peints en mauve clair, des étoiles fluorescentes au plafond, des étagères remplies de livres, et un lit avec des draps à motifs de chevaux. Emma était assise sur son lit, tenant un gros livre. « Marcus, j'ai choisi mon livre préféré pour que tu le lises. C'est sur une princesse qui sauve un dragon. »« Une princesse qui sauve un dragon ?» demandai-je en m'asseyant au bord du lit. « Ce n'est pas l'inverse d'habitude ?»« Non, » dit-elle avec indignation. Dans cette histoire, le dragon était triste et seul, et la princesse lui a appris à se faire des amis. C'est beaucoup mieux comme ça. Je lus 3 chapitres de « La princesse et le dragon solitaire », faisant des voix différentes pour chaque personnage et obtenant des éclats de rire ravis d'Emma. Quand ses yeux commencèrent à devenir lourds, Daniel apparut à la porte. « L'heure de dormir, petite. Juste un chapitre de plus, » implora-t-elle. « Demain, » dit Daniel fermement. « Si tu es sage et que tu dors maintenant, on pourrait peut-être convaincre Marcus de revenir un autre jour pour lire la suite. » Emma me regarda avec espoir. « Tu reviendras ?» Je regardai Daniel, qui observait notre interaction avec une expression douce et complexe. « Si ton papa est d'accord, j'adorerais revenir. »« Promis ?» dit-elle en tendant son petit doigt. « Promis ?» répondis-je en croisant mon petit doigt avec le sien. Après avoir embrassé Emma pour lui souhaiter bonne nuit et l'avoir laissée avec Daniel pour les prières, une tradition qui me toucha de manière inattendue, nous redescendîmes dans le salon. « Une bière? Ou plus de vin ?» demanda Daniel. « Une bière, c'est parfait. » Nous nous assîmes sur le canapé confortable, mais en gardant une distance respectueuse. La tension que nous avions ressentie dans la cuisine s'était transformée en quelque chose de plus doux, de plus intime. « Emma t'aime beaucoup », dit Daniel après une gorgée de bière. « Elle invite rarement des gens à rester pour les histoires du soir. Elle est incroyable. Tu as fait un travail fantastique avec elle. » Daniel sourit tristement. « Ce n'est pas toujours facile. Parfois, je me demande si je fais tout de travers, si elle ne serait pas mieux avec une famille normale, avec 2 parents. »« Daniel, » l'interrompis-je, « cette enfant est heureuse, intelligente, créative et gentille. Elle t'adore. Tu ne fais rien de mal. » Il me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Comment fais-tu pour dire exactement ce qu'il faut ? » Je dis juste la vérité. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants, le poids des mots non dits planant entre nous. « Je peux te poser une question ?» dit Daniel finalement. « Bien sûr. Pourquoi es-tu venu dîner avec nous ce soir? Vraiment, un PDG important comme toi doit avoir des engagements plus importants. » C'était une question juste, qui méritait une réponse honnête. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a posé une question qui n'avait rien à voir avec les affaires, les profits ou les stratégies de croissance. Parce que quand je suis avec toi et Emma, je me souviens de qui j'étais avant de devenir seulement mon travail. Daniel posa sa bière sur la table et se tourna pour me faire face complètement. Et qui étais-tu? Quelqu'un qui riait plus? Quelqu'un qui croyait que les relations étaient plus importantes que les comptes en banque? Quelqu'un qui rêvait d'avoir une famille comme celle que tu as construite? Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter, plus vulnérables et honnêtes que je ne l'avais prévu. « Marcus, » dit Daniel doucement, se rapprochant légèrement. « Je dois y aller, » dis-je brusquement, me levant. L'intensité du moment, l'intimité de la confession, me faisait peur. « Tu n'es pas obligé, » commença-t-il, mais il s'arrêta en voyant mon expression. « Merci pour le dîner. C'était parfait. » À la porte, Daniel me retint doucement par le bras. « Tu reviendras? Emma serait déçue si tu ne revenais pas. Et toi? » demandai-je avant de pouvoir me retenir. « Tu serais déçu ?» Ses yeux verts m'étudièrent pendant un long moment. « Oui, » dit-il finalement. « Je serais déçu. » Je rentrais chez moi à travers les rues silencieuses de San Francisco.
l'esprit en ébullition. En une soirée, Daniel et Emma m'avaient montré un type de bonheur que je ne savais pas chercher. Une famille, un foyer, la possibilité d'être aimé non pas pour ce que j'avais construit, mais pour qui j'étais. Et demain, je devais donner une réponse à Richard Blackstone concernant New York. Le choix n'avait jamais semblé aussi impossible. 2 jours s'étaient écoulés depuis le dîner chez Daniel, et je n'avais toujours pas répondu à Richard Blackstone. Chaque fois que je prenais mon téléphone pour passer l'appel, je repensais au sourire d'Emma quand j'avais promis de revenir, ou à la façon dont Daniel m'avait regardé quand j'avais admis que je serais déçu si je ne revenais pas. C'était jeudi matin quand Sarah entra dans mon bureau avec une expression inquiète et une tasse de café extra fort. « Monsieur Chen, Blackstone Investment a appelé 3 fois ce matin, et il y a une femme en bas qui dit qu'elle doit vous parler d'urgence. Elle dit que c'est à propos de Daniel Reeves. » Mon estomac se noua. Comment s'appelle-t-elle? Melissa Reeves. Elle dit qu'elle est son ex-femme. Tout s'arrêta pendant un instant. L'ex-femme de Daniel, la mère d'Emma, la femme qui les avait quittés et dont Daniel parlait avec une tristesse mal dissimulée. « Faites-la monter, dis-je finalement. Melissa Reeves était exactement le genre de femme que je m'attendais à ce qu'elle soit, assez attirante pour séduire quelqu'un comme Daniel. Grande, blonde, portant un tailleur coûteux qui criait « avocate à succès ». Elle avait les mêmes yeux verts qu'Emma, mais sans la douceur enfantine ni la gentillesse que je reconnaissais chez Daniel. « Monsieur Chen », dit-elle en me tendant une main ferme. « Merci de me recevoir. Je suis Melissa Reeves, associée du cabinet Morrison & Associates. »« Enchanté », répondis-je, lui indiquant le fauteuil en face de mon bureau. « Que puis-je faire pour vous, Madame Reeves ?»« C'est à propos de mon ex-mari Daniel et de ma fille Emma. » Elle croisa les jambes élégamment, étudiant mon visage. « Je comprends que vous vous êtes rapprochés récemment. Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, » répondis-je froidement. Elle sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Ça devient mon affaire quand il s'agit du bien-être de ma fille. J'ai fait quelques recherches sur vous, Monsieur Chen. Entrepreneur prospère, aucun historique de relations sérieuses, bourreau de travail assumé, pas vraiment le genre d'influence stable dont une enfant de 7 ans a besoin. » Je sentis une colère froide monter en moi. « Et quel est votre point, exactement ?» Mon point est que j'envisage de demander la garde exclusive d'Emma. Daniel est un père aimant, mais soyons honnêtes, un designer graphique freelance n'offre pas la stabilité financière qu'une enfant mérite. Et maintenant, avec cette phase d'expérimentation, j'ai encore plus de raisons de m'inquiéter. Phase d'expérimentation? Répétai-je, ma voix dangereusement basse. S'il vous plaît, Monsieur Chen. Nous savons tous les deux que Daniel n'a jamais montré d'intérêt pour les hommes auparavant. C'est clairement une crise de la quarantaine, une rébellion contre les responsabilités de la paternité, et ma fille ne devrait pas être exposée à cette confusion. Je me levai lentement, utilisant ma taille pour l'intimider. « Je pense que vous devriez partir maintenant. »« Je n'ai pas fini, » dit-elle restant assise. « Je suis prête à conclure un marché. Si vous vous éloignez de Daniel et Emma, je ne mentionnerai pas votre implication dans le processus de garde. Je sais que vous avez une fusion importante en négociation. Les scandales personnels peuvent être nuisibles pour les affaires. C'est une menace? C'est une offre. Tout le monde y gagne. Daniel apprend à se concentrer sur son rôle de père, Emma a de la stabilité, et vous pouvez continuer votre vie réussie sans complications. Après son départ, je regardais par la fenêtre pendant 1 heure entière, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Melissa avait raison sur une chose. Les scandales personnels pouvaient détruire des entreprises, et elle avait clairement les ressources et la détermination pour rendre la vie de Daniel infernale. Mon téléphone sonna. C'était Daniel. « Marcus, j'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Emma n'arrête pas de parler de quand tu reviendras dîner. Je pensais, et si on se voyait samedi, je pourrais cuisiner quelque chose de spécial. » Sa voix était joyeuse, sans méfiance, et cela rendait tout pire. « Daniel, il faut qu'on parle, » dis-je. « Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet. En personne. Tu peux me rejoindre ce soir? » Il y eut une pause. « Tout va bien? On parlera ce soir. » Nous convînmes de nous retrouver dans le même café où tout avait commencé. Ironique, pensai-je. L'endroit où notre histoire avait débuté serait peut-être celui où elle se terminerait. Je passai le reste de la journée à essayer de me concentrer sur le travail, mais c'était inutile. Je relus les mêmes rapports 3 fois, annulai 2 réunions, et même Sarah remarqua que je semblais différent. À 7 heures du soir, j'arrivai au café 15 minutes en avance. Daniel était déjà là, assis à notre table habituelle, portant une chemise bleue qui rendait ses yeux encore plus verts. Quand il me vit, son visage s'illumina de ce sourire qui faisait toujours battre mon cœur plus vite. « Marcus », dit-il en se levant pour m'accueillir,
et pendant un instant terrible, je pensais qu'il allait m'embrasser sur la joue. À la place, nous nous serrâmes la main, un geste formel qui ne correspondait pas à l'intimité que nous avions partagée. « Merci d'être venu », dis-je en m'asseyant. « Bien sûr. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Tu as l'air comme si quelqu'un était mort. » Je pris une profonde inspiration. Il n'y avait pas de manière facile de faire ça. Ton ex-femme est venue me voir aujourd'hui. La couleur quitta le visage de Daniel. Mélissa, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle sait pour nous, pour ce qu'il y a entre nous. Et elle menace de demander la garde exclusive d'Emma. Daniel resta silencieux pendant un long moment, digérant l'information. Quand il parla enfin, sa voix était tendue. Qu'a-t-elle dit d'autre? J'hésitais. Comment lui dire qu'elle avait qualifié notre relation de phase d'expérimentation? Comment expliquer qu'elle me voyait comme une mauvaise influence? Elle pense que tu traverses une crise, que tu n'offres pas assez de stabilité à Emma, et que moi, notre amitié complique les choses. Notre amitié, répéta Daniel, une amertume étrange dans la voix. C'est comme ça que tu vois ça? Une amitié? La question me prit au dépourvu. Daniel. Non, dit-il en se penchant en avant, ses yeux verts intenses. Je veux une réponse honnête. Parce que pour moi, ce qui s'est passé mardi soir n'était pas juste une amitié. La façon dont tu as regardé Emma, dont tu m'as regardé, dont tu t'es intégré dans notre vie, ce n'était pas de l'amitié. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Tu as raison, ce n'était pas juste une amitié. Alors c'était quoi? Quelque chose qui me fait peur, admis-je. Quelque chose qui pourrait tout changer dans ma vie. Quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre, compléta-t-il doucement. Daniel, tu ne comprends pas. Mélissa a raison sur certaines choses. Je suis un bourreau de travail, je n'ai jamais eu de relation sérieuse. Je ne sais rien sur ce que c'est d'être dans une famille. Et maintenant, avec cette menace sur ta garde, laisse-moi décider ce qui est mieux pour moi et Emma, dit Daniel fermement. Mélissa m'a quitté il y a 3 ans parce qu'elle a décidé que la vie domestique n'était pas assez excitante. Elle a choisi sa carrière plutôt que sa famille. Et maintenant elle veut revenir et dicter comment je dois vivre ma vie. Mais si elle demande vraiment la garde, on s'en occupera si ça arrive. Ensemble. Le mot « ensemble » resta suspendu entre nous, chargé de promesses et de possibilités. Il y a autre chose, dis-je à contre-cœur. J'ai une offre pour m'installer à New York. Une fusion de plusieurs millions de dollars qui pourrait transformer mon entreprise. Je dois donner une réponse demain. Daniel s'adossa à sa chaise comme s'il avait reçu un coup. New York. C'est une opportunité unique. Quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant des années. Bien sûr, dit-il. Mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Quand partirais-tu? Si j'accepte, dans 2 semaines. Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes. Le café autour de nous continuait sa vie normale. Des étudiants tapant sur leurs ordinateurs, des couples discutant à voix basse, le barista préparant des boissons. Mais notre table semblait exister dans une bulle de tension et d'attente brisée. « Marcus, » dit Daniel finalement, « puis-je te poser une question ?» J'acquiesçai. « S'il n'y avait pas Mélissa, s'il n'y avait pas la menace de garde, s'il n'y avait pas New York, que choisirais-tu » C'était la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée, parce que la réponse était simple et en même temps impossible. « Toi » dis-je sans hésiter. « Je choisirais toi et Emma et cette vie que vous m'avez montrée. Je choisirais la possibilité d'être heureux plutôt que simplement réussir. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Daniel. « Alors pourquoi est-ce si difficile? Parce que ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos d'Emma qui pourrait perdre son père si Mélissa obtient la garde. C'est à propos de toi qui pourrais perdre tout ce que tu as construit. C'est à propos de moi qui pourrais potentiellement détruire la vie de 2 personnes que j'aime, terminai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les arrêter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Daniel me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Surprise, espoir, peur, tout mélangé. « Tu m'aimes » demanda-t-il doucement. « Est-ce que ça importe » répondis-je. Vu les circonstances, c'est la seule chose qui importe. Il tendit la main par-dessus la table, couvrant la mienne. Ses doigts étaient chauds, familiers, et j'eus l'impression de me noyer et d'être sauvé en même temps. « Marcus, écoute bien, » dit-il, sa voix ferme mais douce. « Mélissa peut essayer de demander la garde, mais elle m'a quitté. Il y a des preuves qu'elle a choisi de sortir de la vie d'Emma. N'importe quel juge raisonnable verra ça. Et pour New York, seul toi peux décider ce qui est le plus important. Et si je fais le mauvais choix? Et si je reste et que Mélissa parvient à prendre Emma? Et si je pars et que je ne retrouve jamais quelque chose comme ce qu'on a? Alors au moins, on saura qu'on a essayé. Au moins, Emma saura que j'ai lutté pour notre famille choisie, notre famille.
Les mots me frappèrent comme un éclair. Daniel, ne me donne pas de réponse maintenant, dit-il en serrant ma main. Réfléchis-y, réfléchis à ce que tu veux vraiment de la vie. Et souviens-toi, Emma et moi ne partons nulle part, peu importe ce que Mélissa essaie de faire. Nous quittâmes le café ensemble, mais il y avait une distance entre nous qui n'existait pas auparavant. Sur le trottoir, Daniel se tourna vers moi. Juste une dernière chose, dit-il. Emma est en train de faire un dessin pour toi, c'est une surprise, mais elle m'a dit que c'est notre famille la plus parfaite. Elle t'a inclus dans ce dessin, Marcus. Pour elle, tu fais déjà partie de la famille. Il s'éloigna avant que je puisse répondre, me laissant seul sur le trottoir avec le poids de ses mots et l'impossibilité du choix que je devais faire. Je rentrai chez moi et restai éveillé jusqu'à tard dans la nuit, faisant les 100 pas dans mon salon minimaliste qui semblait soudain plus un mausolée qu'un foyer. Sur les murs blancs et vides, je pouvais imaginer les dessins colorés d'Emma. Dans la cuisine immaculée, je pouvais sentir l'odeur de la pizza faite maison et entendre le son des rires. À 3 heures du matin, mon téléphone sonna. Un message de Daniel. « Désolé de te réveiller. Emma a fait un cauchemar et a demandé quand tu reviendrais. Elle a dit que dans son rêve, tu étais parti pour toujours et qu'on était triste. J'ai réussi à la calmer en lui disant que tu ne nous abandonnerais jamais. J'espère que je n'ai pas menti. » Je regardais le message pendant 1 heure entière avant de répondre. Je ne vous abandonnerai jamais. Promis. C'était une promesse que je ne savais pas comment tenir, mais c'était la seule vérité que j'avais. Le lendemain matin, je me réveillais avec la détermination d'affronter tout de front. D'abord, je devais en savoir plus sur les véritables intentions de Mélissa. Ensuite, je devais prendre une décision concernant New York. Et enfin, je devais découvrir si j'étais assez courageux pour lutter pour ce que je voulais pour la première fois de ma vie. J'appelais James Morrison, l'un des meilleurs avocats de droit familial de San Francisco et quelqu'un que je connaissais par le biais de cercles professionnels. « Marcus Chen », dit-il en décrochant. « Quelle surprise! Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'informations sur une affaire de garde, confidentiellement. Bien sûr. De quoi s'agit-il? » Je racontais à James la situation, omettant les détails personnels mais expliquant les menaces de Mélissa. Il écouta en silence, posant des questions précises. « Mélissa Reeves », dit-il finalement. « Je connais son travail. Bonne avocate, mais connue pour utiliser des tactiques d'intimidation. Si elle voulait vraiment la garde, elle aurait déjà déposé une demande au lieu d'essayer de vous effrayer d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle bluffe probablement. Elle veut autre chose. Peut-être une réduction de pension, peut-être juste du contrôle. Les parents qui abandonnent volontairement la garde récupèrent rarement celle-ci sans preuve significative de négligence ou de danger. Je sentis un poids énorme se soulever de mes épaules. Mélissa bluffait. Mon deuxième appel fut pour Richard Blackstone. « Marcus, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Richard, j'ai besoin de plus de temps. 2 semaines de plus. » Il y eut une longue pause. « Marcus, le marché n'attend pas. 2 semaines. Où je retire complètement ma considération de l'offre. C'était un bluff risqué, mais ça marcha. 2 semaines, accepta-t-il à contre-cœur. Mais pas un jour de plus. Maintenant j'avais du temps. Du temps pour découvrir si ce que je ressentais pour Daniel était assez réel pour changer toute ma vie. Du temps pour découvrir si je pouvais vraiment être l'homme qu'Emma dessinait dans ses portraits de famille. Je pris mon téléphone et envoyai un message à Daniel. « Envie de dîner ce soir? Je cuisine. Chez moi à 7 heures. » La réponse arriva rapidement. « Tu sais cuisiner? » « Non. Mais j'ai envie d'apprendre. Vous pouvez m'apprendre, Emma et toi. On sera là. » Je passais le reste de la journée à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Acheter des ingrédients pour cuisiner un repas pour des gens que j'aimais. Au marché, je me sentis perdu parmi les allées d'épices et de légumes. Mais il y avait quelque chose de libérateur à ne pas savoir exactement ce que je faisais. J'achetais des ingrédients pour une lasagne. Quelque chose qui semblait impressionnant mais que YouTube m'assura être réalisable pour les débutants. J'achetais aussi des fleurs, 3 parfums différents de glace et un puzzle de 1000 pièces avec des chevaux que je pensais qu'Emma aimerait. À 6h30, mon appartement ressemblait enfin à un endroit où des gens réels pourraient être heureux. Il y avait de la musique en fond, des bougies allumées et l'odeur de la sauce tomate emplissant l'air. Quand la sonnette retentit à 7 heures précises, mon cœur manqua de sortir de ma poitrine. Daniel était à la porte avec Emma qui tenait un papier soigneusement plié. « Marcus !» cria-t-elle en courant pour m'enlacer. « J'ai apporté mon dessin. Papa a dit que je pouvais te le montrer. J'ai hâte de le voir, » dis-je en me baissant à son niveau. Daniel entra derrière elle, regardant autour de mon appartement avec curiosité. « Waouh, c'est stérile? Froid? Sans personnalité ?» suggérai-je. « J'allais dire élégant, rit-il. Mais maintenant que tu le dis,
Emma avait déjà trouvé le puzzle et déchiré l'emballage sur le sol du salon. « Marcus, t'as acheté des chevaux? Ce sont des chevaux magiques. Peut-être qu'après le dîner, on pourra commencer à l'assembler, dis-je. C'est une promesse? C'est une promesse. » Pendant que la lasagne terminait de cuire, nous trois restâmes dans la cuisine, Daniel m'apprenant à faire une salade correcte pendant qu'Emma aidait en mangeant la moitié des tomates cerises. « Pas mal pour un premier dîner, » dit Daniel en goûtant la sauce. « Tu as l'air surpris. »« Je suis surpris, mais aussi... » Il fit une pause, observant Emma expliquer à une plante sur le rebord de la fenêtre pourquoi les chevaux magiques étaient supérieurs aux chevaux normaux. « Je suis aussi heureux. Heureux que tu essaies, que tu veuilles faire partie de ça. » Nos regards se croisèrent, et à cet instant, entouré de la chaleur de la cuisine et du son du rire d'Emma, je sus avec une certitude absolue quelle serait ma réponse à Richard Blackstone. Pendant le dîner, Emma me montra enfin le dessin qu'elle avait apporté. C'était une maison colorée avec un jardin plein de fleurs, 3 figures se tenant la main devant, un homme grand en costume, moi, un homme avec des cheveux en désordre, Daniel, et une petite fille avec des tresses, elle-même. Il y avait un cheval violet dans le jardin et des cœurs flottants dans le ciel. « C'est nous », expliqua-t-elle fièrement. « Notre famille parfaite. Papa a dit que les familles peuvent être faites de différentes manières, et j'ai décidé que notre famille devait avoir aussi. » Je regardais Daniel qui observait ma réaction avec attention. « C'est la plus belle famille que j'ai jamais vue, » dis-je à Emma, et chaque mot était sincère. Après qu'elle se fut endormie sur mon canapé pendant l'assemblage du puzzle, Daniel et moi restâmes dans le salon, discutant à voix basse pour ne pas la réveiller. « Elle est si à l'aise ici, » dit-il en la couvrant d'une couverture que j'avais prise dans ma chambre. « Moi aussi, » répondis-je. « À l'aise, je veux dire, pour la première fois depuis des années. » Daniel s'assit à côté de moi sur le canapé, plus proche qu'auparavant. « Marcus, à propos d'hier soir, j'ai pris une décision, » l'interrompis-je. Il se raidit. « À propos de New York, à propos de tout, de ce que je veux de ma vie, de ce pourquoi je suis prêt à me battre. » Et, au lieu de répondre avec des mots, je me penchai en avant et fis enfin ce que je voulais faire depuis notre première rencontre. J'embrassai Daniel. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais quand il répondit, approfondissant le contact, je sentis comme si toutes les pièces de ma vie se mettaient enfin en place. Quand nous nous séparâmes, nous respirions tous les deux lourdement. « C'est ma réponse, » murmurai-je contre ses lèvres. « Toi et Emma êtes ma réponse à tout. » Le lendemain matin, après notre premier baiser, je me réveillais avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois en décennies, ma décision n'était pas basée sur des tableurs, des projections de profit ou des stratégies de marché. Elle était basée sur l'amour. J'appelais Richard Blackstone à 8 heures du matin. « Marcus, j'espère que vous avez une réponse pour moi. J'en ai une. Je refuse l'offre. » Le silence à l'autre bout de la ligne dura si longtemps que je pensais que l'appel avait été coupé. « Marcus, êtes-vous sûr de ce que vous faites? C'est une opportunité de 50 millions de dollars. J'en suis sûr. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que nous puissions ajuster dans l'offre? » Comment expliquer à un magnate des affaires que j'avais choisi l'amour plutôt que l'argent? Que j'avais enfin compris que le succès sans bonheur n'était qu'une prison dorée? C'est une décision personnelle, Richard. Définitive. Après avoir raccroché, j'appelais Sarah et annulais tous mes rendez-vous du matin. J'avais quelque chose de plus important à faire. Je conduisis jusqu'à l'école d'Emma, arrivant à l'heure de la récréation. À travers la grille, je pouvais la voir jouer avec d'autres enfants, portant une robe jaune qui la faisait ressembler à un rayon de soleil. Quand elle me vit, son visage s'illumina et elle courut jusqu'à la grille. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je voulais te parler de quelque chose d'important, » dis-je en me baissant à sa hauteur. « À propos de quoi? »« À propos du dessin que tu m'as montré hier. Notre famille parfaite. » Elle hocha la tête sérieusement. « Tu l'as aimé, je l'ai adoré, et je veux que tu saches que je veux aussi faire partie de cette famille. Pour de vrai. Pour toujours? Pour toujours. » Emma me serra dans ses bras à travers la grille, et à cet instant, je sus que j'avais pris la bonne décision. Mais les choses sont rarement simples quand il s'agit d'amour véritable. 3 jours plus tard, Daniel m'appela avec une voix tendue. « Marcus, il faut qu'on parle. Mélissa a déposé une demande de garde. » Mon sang se glaça. « Quand? » ?»« Ce matin. Et ce n'est pas tout. Elle prétend que ma relation avec toi crée un environnement instable pour Emma. » Je conduisis immédiatement chez Daniel. Je le trouvais dans la cuisine, entouré de documents juridiques, avec une expression défaite qui me brisa le cœur. « Comment est-ce possible ?» demandai-je en prenant les documents. James Morrison a dit qu'elle bluffait.
Apparemment, elle a trouvé un avocat encore meilleur, et elle a obtenu des preuves. Quel genre de preuves? Daniel me montra des photos imprimées. Nous quittant le café ensemble, moi entrant chez lui, nous trois au marché achetant des ingrédients pour le dîner. Quelqu'un nous avait suivis, documentant chaque moment. Il y a plus, dit-il en me tendant un autre papier. Elle prétend que tu utilises ta position financière pour influencer Emma, en achetant des cadeaux coûteux, en créant une dépendance émotionnelle. Je lus le document, sentant la colère monter à chaque ligne. Mélissa déformait chaque geste d'affection, chaque moment de bonheur, transformant notre amour en quelque chose de sordide et nuisible. Et le pire, continua Daniel, c'est qu'elle a découvert que tu as refusé l'offre de New York. Elle prétend que tu as pris une décision financière irrationnelle qui pourrait affecter ta stabilité émotionnelle et, par extension, la sécurité d'Emma. C'est ridicule. Mais c'est convaincant pour un juge qui ne nous connaît pas. Je m'assis lourdement à la table de la cuisine. Qu'a dit l'avocat? Qu'on a une bataille difficile devant nous. Mélissa a des ressources, du temps, et elle utilise chaque aspect de notre relation contre nous. Elle peint notre histoire comme une obsession soudaine et irrationnelle. Et Emma, elle est au courant? Pas encore. Mais il faudra bientôt le lui dire. Il y a une audience préliminaire la semaine prochaine. Ce soir-là, après qu'Emma fut couchée, Daniel et moi restâmes éveillés à planifier notre défense. Mais sous toute cette stratégie juridique, il y avait un courant de peur que ni l'un ni l'autre ne voulions admettre. « Marcus », dit Daniel à 2 heures du matin quand nous arrêtâmes enfin de relire les documents. « Peut-être que Mélissa a raison sur une chose. » « Sur quoi? Peut-être que tu devrais reconsidérer l'offre de New York. » Je le regardais comme s'il était devenu fou. « Quoi? Pense-y. Si tu acceptes l'offre, Mélissa perd l'un de ses principaux arguments. Elle ne peut pas dire que tu as pris une décision irrationnelle à cause de moi, si tu saisis une opportunité de plusieurs millions de dollars. Daniel, non. Et Emma et moi pouvons venir avec toi. New York a d'excellentes écoles, des opportunités de travail pour moi. Tu veux quitter San Francisco? Quitter ta vie ici? Il resta silencieux pendant un long moment. Je veux être là où tu es. Je veux qu'Emma grandisse, en sachant qu'on s'est battu pour notre famille. Je n'accepterai pas cette offre juste pour impressionner un juge. Ce n'est pas pour impressionner un juge, c'est pour nous donner des options, pour nous donner du pouvoir de négociation. Et si tu te trompes? Et si on change toute notre vie et que Mélissa obtienne quand même la garde? Alors au moins, on aura tout essayé. Le lendemain matin, contre tous mes instincts, j'appelai Richard Blackstone. « Marcus, vous avez changé d'avis? Peut-être. L'offre est toujours valable? Bien sûr. Mais maintenant, il y a des conditions supplémentaires. Nous voulons que vous vous installiez à New York dans 2 semaines, pas 1 mois. Et nous voulons un engagement de 3 ans, pas 2, 3 ans. 3 ans loin de San Francisco, loin de tout ce que Daniel et Emma connaissaient comme foyer. J'ai besoin d'une réponse aujourd'hui, Marcus. Le marché change rapidement. Vous aurez une réponse aujourd'hui. Je passais toute la matinée à conduire dans les rues de San Francisco, essayant d'imaginer ce que ce serait de quitter la ville qui avait toujours été mon foyer. Je passais par le Golden Gate Bridge, les collines colorées, les cafés charmants où Daniel travaillait. Comment leur demander de tout quitter? Mon téléphone sonna. C'était Emma, appelant depuis le téléphone de l'école. « Marcus, la maîtresse m'a laissé appeler parce qu'elle a dit que t'es de ma famille maintenant. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? J'ai fait un nouveau dessin pour toi. C'est notre maison à New York. Papa m'a dit qu'on pourrait peut-être vivre là-bas. Il y a un grand parc avec de vrais chevaux. » Mon cœur se brisa et s'emplit d'espoir en même temps. « Tu veux aller à New York? Je veux aller là où toi et papa êtes. Parce qu'on est une famille, tu te souviens? Quand je rentrais chez moi, Daniel m'attendait dans mon salon, l'air de ne pas avoir dormi. J'ai parlé à Emma, dit-il immédiatement, à propos de New York, de la possibilité qu'on déménage. Et? Elle est excitée. Elle a dit que New York a des musées avec des dinosaures et des parcs avec de vrais chevaux. Daniel, Marcus, je veux faire ça. Je veux aller à New York avec toi. Pas par peur de Mélissa, pas pour une stratégie juridique. Parce que je veux construire une vie avec toi, peu importe où. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. J'appelai Richard Blackstone et acceptai l'offre. Mais accepter l'offre n'était que le début de nos problèmes. L'audience préliminaire fut l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie. Mélissa arriva avec 2 avocats coûteux portant un tailleur conservateur et une expression de préoccupation maternelle que je savais être totalement fausse. Notre avocat, James Morrison, fit de son mieux, mais Mélissa s'était préparée méticuleusement. « Madame la juge, » dit l'avocat de Mélissa, « ma cliente s'inquiète de la stabilité émotionnelle et financière offerte à sa fille. Monsieur Reeves, bien qu'il soit un père aimant,
traverse clairement une crise qui l'a conduit à prendre des décisions impulsives. Quelle décision? Demanda la juge. Commencer une relation avec un homme après des années d'hétérosexualité, impliquer sa fille de 7 ans dans cette relation sans période d'adaptation adéquate, et maintenant planifier un déménagement à l'autre bout du pays après seulement quelques semaines de relation. Chaque mot était un coup de poignard. Pire encore, certains d'entre eux contenaient une part de vérité qu'il était impossible de nier. De plus, continua l'avocat, M. Chen a pris une décision financière discutable, refusant initialement une opportunité commerciale de plusieurs millions de dollars, pour changer d'avis quelques jours plus tard lorsqu'il a réalisé les implications juridiques. Cela suggère une instabilité émotionnelle et une prise de décision impulsive. Quand ce fut au tour de James de parler, il tenta de démontrer que Melissa avait abandonné volontairement la garde, qu'Emma était heureuse et bien soignée, que notre relation était sincère et stable. Mais je pouvais voir sur le visage de la juge qu'elle n'était pas convaincue. « Je vais ordonner une enquête sociale complète », dit-elle finalement. Au cours des 2 prochaines semaines, un assistant social visitera les 2 foyers et interrogera la mineure. L'audience finale aura lieu dans 3 semaines. 3 semaines. Exactement quand je devais commencer à travailler à New York. Nous quittâmes le tribunal en silence. Daniel était pâle, je me sentais nauséeux, et nous savions tous les deux que la situation était devenue bien plus grave que nous ne l'avions prévu. « James », appelai-je notre avocat avant qu'il ne parte. « Soyez honnête. Quelles sont nos chances ?» Il hésita. « Avec un juge différent, je dirais 80%. Cette juge est connue pour être conservatrice sur les questions familiales. Et Melissa a construit un dossier convaincant sur l'instabilité et les changements soudains. Et si je refuse New York à nouveau? Si on reste à San Francisco? Ça pourrait t'aider. Ça montre de la stabilité, un engagement envers la communauté. Mais ça pourrait aussi être vu comme une autre décision impulsive. Après le départ de James, Daniel et moi nous assîmes sur un banc à l'extérieur du tribunal, observant les gens passer, des avocats avec des mallettes en cuir, des familles sortant des audiences avec des expressions soulagées ou dévastées. « Marcus, » dit Daniel finalement, « je pense que j'ai fait une erreur. » « Quelle erreur? Te demander d'accepter New York. Te demander de changer ta vie pour nous. Melissa avait raison sur une chose. Nous prenons des décisions importantes trop rapidement. Daniel. Non, dit-il en se tournant pour me faire face. Écoute, je t'aime. Je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un à nouveau. Mais Emma doit passer en premier. Toujours. Je le sais. Alors tu comprends pourquoi je dois te demander quelque chose de terrible. Mon estomac se noie. Quoi? J'ai besoin que tu ailles à New York seul. Daniel, non. Si tu y vas, Melissa perd l'argument selon lequel tu influences nos décisions. Je peux montrer au juge que j'ai donné la priorité à Emma, que j'ai fait le choix stable et conservateur. Et après, quand la situation se sera calmée, quand j'aurai la garde assurée, après, toi et Emma pourrez me rejoindre, complétai-je, comprenant la logique même si je détestais chaque mot. Exactement. Et si tu te trompes? Et si Melissa obtient la garde même avec moi hors du tableau? Alors au moins, je saurai que j'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes, le poids de la décision planant entre nous. Combien de temps? Demandai-je finalement. 6 mois, peut-être 1 an. Assez de temps pour établir la stabilité, montrer que je peux être un père célibataire compétent. 1 an sans toi, sans Emma. 1 an pour garantir qu'on aura le reste de nos vies ensemble. Cette nuit-là, nous expliquâmes à Emma. Elle ne comprit pas complètement. Comment l'aurait-elle pu? Mais elle accepta notre explication que je devais aller travailler à New York d'abord, préparer tout pour quand il pourrait me rejoindre. « Tu vas écrire des lettres ?» demanda-t-elle. « Toutes les semaines, promis-je. Et tu reviendras nous voir? Dès que je pourrai. Et quand on ira à New York, on vivra ensemble pour de vrai, comme une vraie famille ?» Je regardai Daniel qui hocha la tête avec des larmes dans les yeux. « Oui, dis-je à Emma, comme une vraie famille. » Mais en la serrant dans mes bras pour lui dire bonne nuit, je ne pouvais échapper à la sensation que je faisais la plus grande erreur de ma vie. Je choisissais de quitter les gens que j'aimais pour essayer de les protéger. Et il n'y avait aucune garantie que ça fonctionnerait. 2 semaines plus tard, j'étais à l'aéroport de San Francisco avec 2 valises et le cœur brisé. Daniel et Emma étaient venus me dire au revoir, et Emma me donna un nouveau dessin. Moi à New York, souriant et faisant signe depuis une fenêtre, avec elle et Daniel faisant signe en retour depuis San Francisco. « Pour que tu ne nous oublies pas, » dit-elle. « Je ne vous oublierai jamais, » promis-je en m'agenouillant pour l'enlacer une dernière fois. Daniel m'embrassa pour dire au revoir, un baiser désespéré chargé de toutes les choses que nous n'avions pas le temps de dire. « Je t'aime », murmura-t-il contre mes lèvres. « Je t'aime aussi. Ça va marcher, Daniel. Ça doit marcher. » « Ça va marcher ?»
acquiesça-t-il. Mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Alors que l'avion décollait, je regardais par le hublot San Francisco devenir de plus en plus petite en dessous de moi, et je me demandais si je volais vers mon avenir ou si je m'en éloignais. La seule chose dont j'étais sûr, c'était que les mois à venir testeraient si notre amour était assez fort pour survivre à la distance, à l'incertitude et aux défis à venir. Le plus grand test de nos vies ne faisait que commencer. New York en septembre était une ville qui ne dormait jamais. Mais moi, je pouvais à peine rester éveillé. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté San Francisco, et chaque jour semblait plus difficile que le précédent. L'appartement d'entreprise à Manhattan que la société m'avait fourni était impeccable. Vue sur Central Park, meubles design, technologie de pointe. Mais il ressemblait à une prison dorée. Tous les matins, je me réveillais à 5 heures, non par discipline mais parce que je ne pouvais plus dormir. Le décalage horaire de 3 heures signifiait que je pouvais appeler Daniel et Emma avant qu'ils ne partent pour l'école, et ces appels matinaux étaient la seule chose qui me gardait sain d'esprit. « Papa a dit que tu travailles beaucoup », dit Emma lors de notre vidéoconférence du jeudi, tenant un nouveau dessin devant la caméra. « Je t'ai dessiné à New York, mais t'as l'air triste. Pourquoi t'es triste si tu réalises tes rêves? Comment expliquer à une enfant de 7 ans que mes rêves avaient changé, que le succès professionnel ne signifiait rien sans les gens que j'aimais pour le partager? Vous me manquez, répondis-je honnêtement. Tu nous manques aussi. Papa pleure parfois quand il pense que je ne le vois pas. Mon cœur se brisa. Daniel pleurait à cause de moi et j'étais à 3000 kilomètres, incapable de le consoler. Comment va l'affaire avec ta mère? Demandai-je, changeant de sujet. Je sais pas, papa en parle pas beaucoup. Mais une dame était venue 2 fois à la maison pour poser des questions. Elle m'a demandé si ça me manquait d'avoir une maman, et j'ai dit que non parce que j'étais toi et papa. Quand Daniel prit le téléphone après qu'Emma fut partie se brosser les dents, je pouvais voir l'épuisement dans ses yeux à travers l'écran. « Comment vont les choses, vraiment ?» demandai-je. Il soupira. L'enquêtrice sociale a terminé ses rapports. James dit qu'ils sont neutres, ni trop positifs, ni trop négatifs. L'audience finale est la semaine prochaine. Et comment tu te sens à ce sujet? Terrifié, admit-il. Marcus, et si je perds? Et si Melissa obtient la garde? Et si... Ça n'arrivera pas, dis-je avec plus de conviction que je n'en ressentais. Tu es un père merveilleux. N'importe qui passant 5 minutes avec vous peut le voir. Mais si ce n'est pas assez? Et si le juge décide qu'une famille traditionnelle est meilleure pour Emma? Nous n'avions pas de réponse à cela. C'était la peur qui nous hantait toutes les nuits. Après avoir raccroché, je restais assis dans l'obscurité de mon appartement de Manhattan fixant le vide. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres, mais elles ne m'apportaient aucun réconfort. Chaque jour à New York semblait m'éloigner davantage de Daniel et Emma, et l'incertitude autour de l'audience finale pesait comme une pierre sur ma poitrine. Je pris le dessin qu'Emma m'avait envoyé par la poste la semaine précédente, une version mise à jour de Notre famille parfaite, cette fois avec moi dans un costume à rayures. Elle avait ajouté des détails à cause de mes descriptions de mon nouveau bureau, et eux deux dans un parc avec des gratte-ciel en arrière-plan. Elle avait écrit en bas, en lettres maladroites, « Bientôt ensemble ». Ce dessin était la seule chose qui me donnait de l'espoir certains jours. Le lendemain matin, je pris une décision impulsive, quelque chose que l'ancien Marcus Chen, celui qui vivait pour les tableurs et les stratégies, n'aurait jamais fait. J'appelai Sarah. « Annulez tous mes rendez-vous pour les 3 prochains jours, dis-je. Monsieur Chen, vous avez une présentation aux actionnaires mardi et... Repoussez-la. Je prends un vol pour San Francisco aujourd'hui. » Il y eut un silence choqué à l'autre bout de la ligne. « Vous rentrez? Maintenant? » « Oui. Et Sarah, faites-moi une faveur. Trouvez le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille que vous pouvez, en plus de James Morrison. Je veux une équipe entière pour l'audience de la semaine prochaine. » Je réservais le premier vol disponible. Un vol de nuit qui atterrissait à San Francisco à 2 heures du matin. Je n'avais pas prévenu Daniel. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs, au cas où je ne pourrais pas faire ce que j'avais en tête. Quand l'avion atterrit, je louai une voiture et conduisis directement jusqu'à la maison de Daniel. Les rues de San Francisco étaient calmes à cette heure, et la maison victorienne bleue semblait paisible sous la lumière de la lune. Je me garai, pris une profonde inspiration et envoyai un message à Daniel. « Je suis devant chez toi. Peux-tu ouvrir la porte ?» Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Daniel apparut en pyjama, les cheveux en désordre et l'air à moitié endormi. Quand il me vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas rester à New York, pas avec tout ce qui se passe. » Il me fit entrer et nous nous assîmes dans le salon, les lumières tamisées pour ne pas réveiller Emma. Il y avait une pile de documents juridiques sur la table basse,
et un carnet de croquis ouvert montrant un dessin à moitié terminé d'un cheval violet, probablement l'œuvre d'Emma. « Tu as pris un vol de nuit juste pour… »« Quoi? Être ici ?» demanda Daniel, sa voix mêlant incrédulité et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Pour être ici pour l'audience, pour vous soutenir, toi et Emma, et pour m'assurer que Melissa ne gagne pas. » Il secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Marcus, tu ne peux pas tout abandonner à New York. Ton entreprise, la fusion… L'entreprise survivra sans moi pendant quelques jours. Et la fusion, je m'en occuperai quand je serai sûr que toi et Emma êtes en sécurité. » Il tendit la main et toucha la mienne, ses doigts chauds contre ma peau froide. « Tu es incroyable, tu le sais? Non, je suis juste quelqu'un qui a enfin compris ce qui compte vraiment. » Nous restâmes assis en silence pendant un moment, nos mains entrelacées, le poids des derniers mois semblant s'alléger légèrement. « Comment va Emma ?» demandai-je finalement. « Elle est forte, mais… elle sent que quelque chose ne va pas. Elle pose beaucoup de questions sur pourquoi sa mère veut qu'elle vive avec elle maintenant, après tout ce temps. Et qu'est-ce que tu lui dis? La vérité, autant que je peux pour une enfant de 7 ans. Que sa mère l'aime, mais que nous sommes sa maison, et que nous allons nous battre pour qu'elle reste avec nous. Ensemble, dis-je, répétant le mot qu'il avait utilisé des semaines plus tôt. Ensemble, confirma-t-il, et cette fois, quand il se pencha pour m'embrasser, il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. C'était un baiser qui parlait de promesses, de combats à venir, et d'un avenir que nous voulions construire ensemble. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. James Morrison fut surpris mais ravi quand je lui annonçai que j'avais engagé 2 avocats supplémentaires pour renforcer notre dossier. Nous passâmes des heures à revoir chaque détail, les rapports de l'assistante sociale, les preuves de l'engagement de Daniel en tant que père, les antécédents de Melissa qui avait abandonné la garde. Je passais aussi du temps avec Emma, essayant de la garder occupée pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Nous fîmes des pizzas. Ma deuxième tentative fut légèrement meilleure. Jouâmes au puzzle des chevaux, et un après-midi, je l'emmenai au zoo de San Francisco. Elle passa tout le trajet à parler de comment elle voulait devenir vétérinaire pour les licornes, quand elle serait grande. « Tu penses que les licornes existent à New York ?» demanda-t-elle alors que nous regardions les girafes. « Je pense que les licornes existent partout où toi et ton papa êtes, » répondis-je. Et elle me serra la main si fort que je sentis mon cœur se gonfler. Daniel, pendant ce temps, faisait de son mieux pour rester calme, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la peur dans ses yeux, chaque fois que le téléphone sonnait. Melissa avait intensifié sa campagne, envoyant des lettres intimidantes et faisant des appels à l'école d'Emma pour poser des questions sur son bien-être. « Elle essaie de nous user », dit James lors d'une de nos réunions. « Elle sait qu'elle n'a pas un dossier solide, alors elle mise sur l'épuisement émotionnel, pour que vous fassiez une erreur. Elle ne gagnera pas, dis-je avec une conviction que je commençais à ressentir réellement. Le jour de l'audience finale arriva, et le tribunal semblait encore plus intimidant que lors de la première fois. Melissa était là, flanquée de ses avocats, son expression soigneusement composée pour projeter une image de mère concernée. Daniel était pâle, mais déterminé, serrant ma main sous la table pendant que nous attendions que la juge entre. Emma n'était pas autorisée dans la salle, mais nous avions passé la matinée avec elle, lui promettant que tout irait bien, peu importe ce qui se passerait. Elle nous avait donné un nouveau dessin. Cette fois, nous 3 tenant des épées comme des chevaliers, avec l'inscription « Nous sommes plus forts ensemble ». La juge, une femme d'âge moyen aux lunettes sévères, commença par examiner les rapports de l'assistante sociale. Les rapports indiquent qu'Emma est une enfant heureuse, bien adaptée, avec une forte connexion à son père, Daniel Reeves. Cependant, il y a des préoccupations concernant les changements récents dans l'environnement familial. L'avocat de Melissa se leva. « Votre honneur, ma cliente ne remet pas en question l'amour de M. Reeves pour sa fille. Mais les décisions impulsives, y compris une relation nouvelle et instable avec M. Chen, ainsi qu'un déménagement potentiel à New York, suggèrent un manque de stabilité qui pourrait nuire à Emma à long terme. » James se leva pour répondre. « Votre honneur, permettez-moi de clarifier que la relation entre M. Reeves et M. Chen est tout sauf instable. Ils ont démontré un engagement l'un envers l'autre et envers Emma, en priorisant son bien-être à chaque étape. Quant au déménagement à New York, il a été soigneusement planifié pour offrir à Emma de meilleures opportunités éducatives et un environnement familial stable. » La juge hocha la tête, prenant des notes. « Et qu'en est-il de l'abandon initial de la garde par Madame Reeves ?» L'avocat de Melissa intervint rapidement. « Ma cliente a fait un choix difficile pour poursuivre sa carrière, mais elle est maintenant prête à assumer pleinement ses responsabilités maternelles.
Elle a une maison stable, un revenu important, et peut offrir à Emma une éducation et des opportunités que M. Reeves, en tant que freelance, ne peut pas garantir. Je sentis Daniel se raidir à côté de moi. Je serrai sa main plus fort, lui rappelant que nous étions dans cette bataille ensemble. Puis, à la surprise de tous, la juge demanda à entendre Daniel directement. Daniel se leva, ajustant sa cravate. Une cravate que je l'avais aidé à choisir ce matin-là. Sa voix tremblait légèrement au début, mais elle gagna en force à mesure qu'il parlait. « Votre honneur, je ne suis pas parfait. Je suis un père célibataire qui fait de son mieux pour élever une petite fille incroyable. Emma est mon monde. Chaque décision que je prends, de ce que nous mangeons au dîner à qui je laisse entrer dans notre vie, est pour elle. Marcus. » Il me regarda et je vis des larmes dans ses yeux. Marcus est entré dans nos vies de manière inattendue, mais il nous a montré à Emma et moi ce que signifie être une famille. Pas une famille parfaite, mais une famille qui se bat l'un pour l'autre, qui rit ensemble, qui traverse les moments difficiles ensemble. Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. Mélissa a choisi de quitter notre vie il y a 3 ans. Elle n'a pas appelé, n'a pas écrit, n'a pas assisté à un seul récital ou anniversaire. Je ne dis pas ça pour la dénigrer. Je dis ça parce qu'Emma mérite de savoir que les gens qui l'aiment ne la quitteront jamais. Marcus a traversé le pays pour être ici aujourd'hui, pour se battre pour nous. Si ça, ce n'est pas de la stabilité, je ne sais pas ce que c'est. Quand il se rassit, la salle était silencieuse. Même l'avocat de Mélissa semblait momentanément déstabilisé. La juge nous regarda, puis se tourna vers moi. « Monsieur Chen, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je n'avais pas prévu de parler, mais je me levai, sentant le poids du moment. « Votre honneur, je ne suis pas père et je ne prétends pas comprendre tout ce que Daniel traverse. Mais je sais une chose. Emma et Daniel sont ma famille, pas à cause d'un contrat ou d'un lien de sang, mais parce que je les aime. J'ai construit une carrière en prenant des décisions calculées, mais la meilleure décision que j'ai jamais prise a été de choisir d'être avec eux. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'Emma grandisse dans un foyer où elle est aimée, en sécurité et heureuse. Quand je me rassis, Daniel serra ma main si fort que je sentis mes doigts s'engourdir. Mais je m'en fichais. Nous avions dit ce que nous avions à dire. La juge annonça une pause pour délibérer, et nous attendîmes dans un couloir du tribunal, Daniel appuyé contre moi, nos doigts toujours entrelacés. « Tu as été incroyable », murmurai-je. « Qu'à toi aussi », répondit-il, sa voix rauque d'émotion. « Peu importe ce qui se passe, Marcus, je veux que tu saches, je ne regrette rien. » 1 heure plus tard, la juge rendit sa décision. Après avoir examiné les rapports de l'assistante sociale, les témoignages et les preuves présentées, je conclus que la garde principale d'Emma Reeves restera avec son père, Daniel Reeves. Daniel laissa échapper un sanglot de soulagement et je l'enlaçai, sentant mes propres larmes couler. Cependant, continua la juge, Madame Reeves aura droit à des visites supervisées 1 fois par mois, avec la possibilité de réévaluer dans 1 an si elle démontre un engagement constant envers sa fille. Mélissa ne montra aucune réaction, mais ses avocats semblaient déçus. Je m'en fichais. Tout ce qui comptait, c'était que Daniel gardait Emma et que notre famille restait intacte. Ce soir-là, nous fêtâmes chez Daniel avec des pizzas, cette fois commandées, car nous étions tous trop épuisés pour cuisiner, et un puzzle de chevaux que nous terminâmes ensemble. Emma était extatique, ne comprenant pas complètement la gravité de ce qui s'était passé, mais sentant que quelque chose d'important avait été gagné. « On est une vraie famille maintenant ?» demanda-t-elle en ajoutant la dernière pièce au puzzle. « On a toujours été une vraie famille », répondit Daniel en me regardant. « Mais maintenant, tout le monde le sait. » Après qu'Emma fut couchée, Daniel et moi nous assîmes sur le canapé, un verre de vin à la main, le silence confortable entre nous. « Et maintenant » demanda-t-il finalement. « New York ?» Je pris une profonde inspiration. J'ai appelé Richard Blackstone ce matin, avant l'audience. Je lui ai dit que je ne pourrais pas m'installer à New York à temps plein. Daniel écarquilla les yeux. « Marcus, qu'est-ce que tu as fait, Ua ?»« J'ai négocié. Ils ont accepté que je passe la moitié de mon temps à San Francisco, en gérant la fusion à distance quand c'est possible. Ce n'est pas parfait, mais ça veut dire que je peux être ici avec toi et Emma. Tu as fait ça pour nous? J'ai fait ça pour moi, parce que je ne veux plus vivre une vie où je ne vous ai pas tous les deux. » Il se pencha et m'embrassa, un baiser lent et doux qui disait tout ce que les mots ne pouvaient en pas exprimer. « Je t'aime », murmura-t-il. « Je t'aime aussi. » 6 mois plus tard, nous avions trouvé un rythme. Je partageais mon temps entre San Francisco et New York, passant des semaines à travailler sur la fusion, tout en rentrant à la maison dès que possible pour être avec Daniel et Emma. La maison victorienne bleue était devenue mon véritable foyer, rempli de dessins d'Emma, de l'odeur de la cuisine de Daniel
et du rire qui semblait ne jamais s'arrêter. Mélissa respecta les visites supervisées, mais ses interactions avec Emma restaient tendues. Elle semblait commencer à comprendre que la place d'Emma était avec nous, même si elle ne l'admettrait jamais à haute voix. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Emma insistant pour ajouter des ingrédients magiques, essentiellement du sucre coloré, à la sauce, Daniel me tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait un dessin d'Emma, notre maison à San Francisco, mais avec un ajout, une bague à mon doigt et à celui de Daniel, et un grand cœur rouge au-dessus de nous trois. Elle m'a demandé si on allait se marier un jour, dit Daniel, un sourire timide sur les lèvres. Je lui ai dit que je devais d'abord te demander. Je ris, le cœur si plein qu'il semblait sur le point d'éclater. Et qu'est-ce que tu attends? Il s'agenouilla, tenant une simple bague en argent. Marcus Chen, veux-tu faire partie de notre famille pour toujours? Veux-tu m'épouser? Emma cria de joie avant même que je puisse répondre, courant pour nous enlacer tous les deux. Oui, dis-je, les larmes aux yeux. 1000 fois oui. Le mariage eut lieu 1 an plus tard dans un petit jardin à Marin County, avec ma mère, les amis de Daniel, et Emma comme notre demoiselle d'honneur autoproclamée. Elle portait une robe violette, avec un diadème en forme de licorne, et elle passa toute la cérémonie à nous dire que nous étions les meilleurs papas du monde. La fusion avec Teknova fut un succès, mais ce n'était plus le centre de ma vie. J'avais appris que le véritable succès était de rentrer chez soi auprès des gens qu'on aimait, de partager des repas désordonnés, de lire des histoires du soir, et de savoir que quoi qu'il arrive, nous affronterions tout ensemble. Et chaque fois que je regardais le dessin d'Emma accroché au mur de notre maison, celui de notre famille parfaite, je me rappelais que les meilleures choses de la vie valaient toujours la peine de se battre. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Millionnaire. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et donnez une note de 0 à 10 à cette histoire. Votre soutien nous aide à continuer à partager des histoires d'amour qui touchent le cœur. Fin.